Le 6 mai 2017, face à des milliers d'actionnaires réunis à Omaha, Warren Buffett et Charlie Munger reconnaissent publiquement l'une des plus grosses erreurs de leur carrière. Charlie Munger déclare « Si vous me demandez quelle a été notre plus grosse erreur dans le secteur technologique, je vous répondrai que nous n'avons pas été assez intelligents pour comprendre Google. » Et Warren Buffett l'admet à son tour, sans détour. Je cite « J'ai raté Google ». Pourtant, pendant toutes ces années, l'une de ses plus grosses participations dans Berkshire Hathaway, l'assureur automobile Geico, dépensait des milliards de dollars chez Google, tout ça pour mettre en avant leur site internet sur le moteur de recherche et diffuser des bannières publicitaires sur les sites partenaires. Buffett voyait chaque année des milliards de dollars quitter son groupe pour enrichir Alphabet, la maison mère de Google. Il constatait la puissance de Google année après année, sans jamais véritablement s'intéresser à l'entreprise qui se trouvait derrière. C'est une erreur qu'il reconnaît aujourd'hui lui-même. Une erreur qu'il a de nouveau admis lors de l'entretien exceptionnel il y a quelques semaines, de près d'1 heure, accordé à CNBC. Une conversation d'une rare franchise avec Becky Quick. À 95 ans, bientôt 96 d'ailleurs, après avoir bâti la plus grande carrière d'investisseur de l'histoire, l'homme qui a souvent refusé de courir après les valeurs technologiques, à quelques exceptions près bien sûr, vient de miser un total de plus de 26 milliards de dollars sur Alphabet, la maison mère de Google. Et c'est le dernier plus gros mouvement de toute sa carrière. Et franchement, je trouve cette dernière décision extraordinaire. Pourquoi maintenant ? Qu'a-t-il compris que le Buffett de 2017 n'avait pas compris ? Et plus encore, pourquoi affirme-t-il dans le même entretien que cette entreprise est engagée dans l'une des guerres économiques les plus dangereuses de l'histoire moderne ? Parce que, laissez-moi vous partager un chiffre. 205 milliards de dollars. C'est ce que prévoit de dépenser Alphabet l'année prochaine. Pas pour acheter ses propres actions, pas pour verser un dividende à ses actionnaires, mais pour couler du béton, poser des câbles et empiler des puces électroniques dans des hangars géants au milieu de nulle part. Pour vous donner une idée de l'ampleur, c'est plus que le budget annuel de la défense de la Russie, mais pour construire des centres de données. Et Berkshire Hathaway a décidé de participer à cette course. Mais Berkshire, ce n'est pas un fonds spéculatif new-yorkais surexcité par l'intelligence artificielle. C'est un homme de 95 ans, avisé, expérimenté, héritier de Benjamin Graham et qui a bâti toute sa fortune sur un principe répété pendant 70 ans. Ne jamais mettre un centime dans une entreprise qui dépense plus vite qu'elle n'encaisse. Et pourtant, il a révélé au cours de l'entretien sur CNBC, texto, « J'ai initié ça », en parlant de cet investissement de 26 milliards de dollars. Le sien, personnel. Et quelques minutes plus loin, il a lâché quelque chose d'encore plus déroutant. Alphabet ne figure même pas parmi les 4 ou 5 entreprises qu'il préfère au sein du portefeuille de Berkshire Hathaway. Mais alors pourquoi Warren Buffett, l'homme qui a toujours fait preuve de prudence à l'égard de la tech et qui se tient éloigné des entreprises qui brûlent du capital sans certitude de retour, vient-il de signer le plus gros chèque technologique de toute l'histoire de Berkshire Hathaway sur une entreprise qu'il reconnaît lui-même ne pas préférer à plusieurs de ses autres participations ? C'est ce que je vous propose de disséquer ensemble en s'appuyant sur sa dernière prise de parole sur CNBC au sujet de Google. Et je vous préviens tout de suite, la réponse est beaucoup plus subtile qu'un simple « il croit en l'intelligence artificielle ». Et pour ceux qui sont déjà actionnaires d'Alphabet, ou qui commencent simplement à s'intéresser au dossier, restez bien jusqu'à la fin, je vous réserve une petite surprise. Installez-vous confortablement, on y va étape par étape. Commençons par un petit rappel du contexte pour que tout le monde parte du même point. Reprenons le fil des événements dans l'ordre. Berkshire Hathaway commence à acheter des actions Alphabet à l'automne 2025, pour environ 4,3 milliards de dollars. Un premier ticket prudent, assez discret finalement. Puis au premier trimestre 2026, sous la direction de Greg Abel, la position explose. Berkshire ajoute plus de 11,5 milliards de dollars supplémentaires. Et enfin, en juin 2026, coup de théâtre. Berkshire participe directement à une levée de fonds privée d'Alphabet à hauteur de 10 milliards de dollars pour financer les infrastructures d'intelligence artificielle du groupe. Tout le monde, logiquement, en tire la même conclusion. C'est forcément Greg Abel qui a lancé cette position. Buffett vient de passer la main. La tech, ce n'est historiquement pas son truc. Il l'a lui-même répété pendant des décennies. Sauf que dans l'entretien, quand la journaliste Becky Quick lui pose directement la question, Buffett ne se dérobe pas. Il répond encore une fois mot pour mot « j'ai initié ça ». Et il ajoute une précision qui mérite qu'on s'y arrête parce qu'elle en dit long sur la façon dont le pouvoir se transmet aujourd'hui chez Berkshire Hathaway. Il n'explique qu'il ne fait rien que Greg Abel n'approuve pas et que Greg Abel ne fait rien qu'il n'approuve pas lui-même. Ils se parlent tous les jours, mais la décision finale, désormais, appartient bien à Greg Abel. Buffett propose une idée, Greg Abel valide ou non.
C'est une passation de pouvoir en douceur, presque pédagogique, où l'ancien patron continue d'apporter des idées et son expérience, mais où c'est bien le nouveau qui tient le stylo et signe les chèques. À un moment de l'entretien, Becky Quick demande à Warren Buffett où se situe Alphabet dans la hiérarchie des investissements de Berkshire Hathaway. Elle pense naturellement qu'avec une taille d'environ 31 milliards de dollars, la position Alphabet est devenue la troisième plus importante du portefeuille, juste derrière Apple et American Express. Buffett corrige. Il répond qu'Alphabet, en réalité, arrive plutôt en 5e ou 6e position. Becky Quick est surprise, elle ne comprend pas. What? Mais la réponse de Buffett est très révélatrice de sa méthode. Oui, répond-il, mais il faut aussi compter BNSF, sa filiale ferroviaire qu'il détient à 100% et qui n'est pas cotée en bourse, mais qui vaut selon lui largement plus que ça. Quand Buffett classe ses convictions, il ne fait aucune différence entre une action que l'on peut acheter sur les marchés et une entreprise que l'on peut acheter en totalité. Pour lui, c'est exactement la même logique d'allocation de capital, le même calcul. Il l'a lui-même formulé. Berkshire Hathaway fait constamment un arbitrage entre acheter des titres sur le marché ou racheter une entreprise entière. Et il les regarde exactement de la même façon, avec les mêmes critères. Tout le monde ne parle que du portefeuille d'actions de Berkshire Hathaway. Coca-Cola, American Express, Apple, Google. C'est important, certes, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. À l'heure actuelle, il ne représente qu'environ un quart des actifs totaux du groupe. Les 3 quarts restants sont ailleurs. Dans les entreprises détenues en direct, comme Gecko, BNSF, Berkshire Hathaway Energy, Sisquandi, National Indemnity Company, General Reassurance, le tout représentant environ 46% des actifs totaux du groupe. Et la dernière partie, c'est une énorme position de cash et équivalent de près de 400 milliards de dollars, pour environ 31% des actifs totaux. Alors pourquoi est-ce important pour nous en tant qu'investisseurs ? Parce que cela nous rappelle l'un des principes de Warren Buffett qu'il répète depuis des décennies. Lorsqu'on achète une action en bourse, on n'achète pas un simple ticket qui monte ou qui baisse. On devient propriétaire d'une entreprise. Avant d'investir en bourse, nous devrions donc nous poser exactement la même question. Si j'en avais les moyens, serais-je prêt à acheter cette entreprise dans son intégralité ? Si la réponse est non, il y a probablement un problème avec votre investissement. Maintenant, essayons de comprendre la philosophie derrière le pari. Parce que dans la foulée, Buffett explique sa grille de lecture avec une clarté qui mérite que l'on s'arrête dessus. Parce qu'elle est le fondement de toute sa méthode depuis 70 ans. Il dit en substance que l'essentiel, c'est d'acheter une bonne entreprise au bon prix. Par bonne entreprise, il entend une entreprise capable de générer des rendements élevés sur son capital sur une longue période. Et par bon prix, il entend un prix suffisamment raisonnable pour que le rendement attendu de son investissement soit nettement supérieur à celui qu'il pourrait obtenir en plaçant son argent sans risque, comme sur les obligations d'État américaines dans son cas. Essayons de décortiquer ces 2 points. Ce que Buffett entend par rendement du capital, c'est la capacité de l'entreprise à transformer les ressources qu'elle utilise en profit. Combien d'argent est-elle capable de gagner chaque année par rapport à tout l'argent qu'il a fallu investir pour faire fonctionner son activité ? Usines, machines, stocks, logiciels, infrastructures, dettes, tout le capital nécessaire pour créer cette richesse. Prenons un exemple. Imaginez une entreprise qui réalise 20 millions de dollars de bénéfices, avec 100 millions de capital investi. Son rendement sur capital est donc de 20%. C'est excellent. Maintenant, imaginez une autre entreprise qui génère exactement les mêmes 20 millions de bénéfices, mais qui a besoin de 1 milliard de dollars de capital pour y parvenir. Son rendement tombe seulement à 2%. Les 2 entreprises affichent exactement le même bénéfice. La différence est que la première utilise son capital 10 fois plus efficacement que la seconde. Et c'est cette efficacité que Buffett recherche. Pour mesurer cette capacité, on utilise généralement 3 indicateurs, le ROA, le ROE et le ROIC. Alors si vous souhaitez les comprendre en détail, je vous renvoie vers cette vidéo où je résume le livre de Pat Dorsey, le petit livre pour réussir en bourse. Mais maintenant, prenons 2 minutes pour regarder l'évolution du ROA, du ROE et du ROIC d'Alphabet sur les 8 dernières années. Je vous rappelle également que le repère proposé par Pat Dorsey, c'est le suivant. Lorsqu'une entreprise affiche un ROA supérieur à 7%, un ROE supérieur à 15% et un ROIC supérieur à 10%, cela constitue un premier indice de l'existence d'un avantage concurrentiel durable. Et vous voyez que les 3 ratios d'Alphabet sont durablement au-dessus des seuils de référence de Pat Dorsey. Et plus intéressant encore, ils semblent progresser au fil des années. Alors en première approche, selon la méthode de Pat Dorsey que je vous ai d'ailleurs présentée sur cette chaîne, Alphabet semble donc bel et bien disposer d'un avantage concurrentiel solide. Mais Buffett va encore plus loin et il nous parle un peu du sujet de la valorisation. Il utilise une comparaison extrêmement parlante. Il rappelle qu'il pourrait investir des dizaines de milliards de dollars dans des obligations d'État américaines et obtenir un rendement confortable avec un risque quasiment nul. Dès lors, pourquoi accepter le risque d'investir dans une entreprise ?
Eh bien, uniquement si cette entreprise est capable de générer durablement un rendement supérieur à ce fameux rendement sans risque. En d'autres termes, Buffett compare toujours le rendement potentiel d'une entreprise au rendement qu'il pourrait obtenir sans pratiquement prendre de risques. Et si ce raisonnement vous semble familier, c'est normal. Il correspond exactement à la méthode de l'action-obligation que je vous ai présentée dans cette vidéo, et dans laquelle j'explique comment Buffett valorise une entreprise bénéficiant d'un avantage concurrentiel durable. Appliquons cette logique à Alphabet pour estimer la valeur intrinsèque. Le bénéfice par action avant impôt est actuellement de 13 $. Si l'on divise ce montant par le rendement des obligations américaines à 10 ans, actuellement proche de 4,5%, on obtient une valeur théorique d'environ 289 $ par action. Et bizarrement, cette approximation de la valeur intrinsèque est assez proche de la zone de prix autour de laquelle Greg Abel et Warren Buffett ont constitué leur position. Et au détour de cet entretien, Buffett glisse également un hommage discret à Charlie Munger, son partenaire de toujours disparu il y a quelques années. Il rappelle une idée que Munger répétait inlassablement. Ce n'est pas parce qu'une activité est spectaculaire, à la mode ou technologiquement fascinante qu'elle constitue forcément un bon investissement. Le caractère à la mode d'une entreprise n'a jamais été un critère d'investissement pour Berkshire Hathaway. Difficile de ne pas y voir une allusion au climat actuel autour de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout ce qui touche de près ou de loin à l'IA semble susciter un enthousiasme parfois démesuré. Beaucoup d'investisseurs achètent parce qu'ils ont peur de passer à côté de la prochaine révolution. Ce n'est manifestement pas la démarche de Buffett. S'il investit dans Alphabet, ce n'est pas parce que l'IA est le sujet du moment. Ce n'est pas parce que Gemini fait la une des journaux. Et ce n'est certainement pas parce que l'intelligence artificielle fait rêver les marchés. Il investit dans Alphabet pour une raison beaucoup plus évidente et beaucoup plus rationnelle. Depuis des années, les 3 principaux pôles d'Alphabet, la recherche, YouTube et le cloud, génèrent des rendements sur capital exceptionnels. Ce sont déjà des activités très rentables qui ont démontré leur capacité et ont créé de la valeur sur la durée. L'intelligence artificielle ne constitue donc pas la thèse d'investissement. Elle vient au contraire renforcer une machine économique qui fonctionne déjà remarquablement bien. Et c'est là toute la nuance. Buffett n'achète pas Alphabet parce que l'IA pourrait un jour créer de la valeur. Il achète Alphabet parce que l'entreprise crée déjà énormément de valeur aujourd'hui et que l'IA pourrait lui permettre d'en créer davantage demain. Mais alors, qu'en est-il de la guerre des CAPEX dans laquelle s'est lancé Google ? Lorsque Becky demande à Buffett pourquoi il a choisi Alphabet plutôt qu'un autre géant de la tech comme Microsoft, Amazon ou Meta, eux aussi lancés dans une course effrénée aux investissements dans l'intelligence artificielle, Buffett surprend. Il refuse d'abord d'opposer frontalement les entreprises. En fait, il ne répond même pas directement à la question, en disant que dans le portefeuille global de Berkshire Hathaway, il y a 4-5 entreprises qu'il détient et qu'il préfère largement à Alphabet. Et puis il prononce une phrase qui, à mon sens, est l'une des plus profondes de tout cet entretien. Il dit que ces entreprises jouent désormais à un jeu qu'elles ne veulent pas jouer, celle de la course à l'intelligence artificielle. Pour illustrer ses propos, Buffett remonte plusieurs décennies en arrière. Il évoque IBM, qui aurait adoré continuer à dominer le marché comme elle l'avait fait dans les années 30, 40, 50 et 60. Mais un jour, quelqu'un d'autre est arrivé avec une meilleure solution pour les mêmes clients. Et comme le dit Buffett avec son pragmatisme habituel, le client n'est pas idiot. Wall Street peut rêver, les investisseurs peuvent raconter de belles histoires, mais au bout du compte, ce sont les clients qui décident. Et eux choisissent presque toujours la meilleure offre. Buffett enfonce le clou en parlant d'une autre entreprise. Il cite A&P, la plus grande chaîne de supermarchés américains de son époque. Dans les années 30, elle dominait tellement son marché qu'elle était devenue l'une des principales cibles des autorités antitrust américaines. Selon les mots de Buffett, elle avait une très très bonne main. Et pourtant, cette main a fini par disparaître. Mais alors pourquoi c'est important pour comprendre Google ? Buffett ne raconte pas ces histoires par nostalgie. Il rappelle une vérité fondamentale que l'on a tendance à oublier. Aucune position dominante n'est éternelle. IBM semblait imprenable, A&P semblait intouchable. Et pourtant, toutes deux ont fini par perdre leur avantage lorsqu'un concurrent a changé les règles du jeu. En racontant ça juste après avoir expliqué que les hyperscalers jouent à un jeu qu'elles ne veulent pas jouer, Buffett esquisse une comparaison implicite. Google est peut-être en train de devenir le prochain IBM ou A&P. Sauf qu'à l'inverse, Google ne reste pas immobile. Et pour l'instant, personne d'autre n'a encore trouvé la martingale. Alphabet dépense en effet des sommes colossales pour gagner cette guerre. Et Buffett précise bien dans l'entretien la nature de ce changement d'échelle. Il souligne que ce niveau de capex, des centaines de milliards de dollars déployés par l'ensemble de l'industrie, représente bien de l'argent réel. Un montant qui dépasse même, selon lui, ce qui avait été investi historiquement dans la construction de tout le réseau ferroviaire américain, à l'époque où c'était le plus grand chantier d'infrastructure du pays. Et pour les géants de la tech, le changement est colossal.
Pendant plus de 20 ans, les géants du logiciel ont bénéficié d'un modèle économique extraordinaire. Ils écrivaient du code, ils vendaient des logiciels, ils créaient énormément de valeur sans avoir besoin de construire des usines, d'acheter des terrains ou d'investir massivement dans les infrastructures physiques. Ils étaient qualifiés d'asset light. Mais avec l'intelligence artificielle, les règles changent. Les centres de données, les puces électroniques, les réseaux électriques et les infrastructures deviennent désormais indispensables. Alphabet est progressivement en train de devenir, comme ses sœurs, une entreprise capitalistique, qu'on qualifie de capital intensive, comme une entreprise industrielle. Et ça, c'est un point d'intention. Après cette plongée dans les propos de Warren Buffett, personnellement, j'en ressors très sensibilisé et plus averti sur la position monopolistique de Google. Mais après tout, il serait malhonnête de ne pas remettre ses forces en perspective. Parce que Buffett a émis des réserves, certes, mais a quand même signé un chèque de 26 milliards de dollars. Et lorsqu'un investisseur aussi exigeant engage une telle somme, ce n'est pas un pari impulsif. C'est qu'il estime que les forces de l'entreprise l'emportent, au moins pour l'instant, sur les risques qu'il vient lui-même de décrire. La première force, c'est le jugement de probabilité gagnante que Buffett formule lui-même. Il affirme en effet pendant l'entretien qu'Alphabet a le plus de chances, selon lui, de sortir gagnante de cette bataille sur la base de son historique. Et ça, ce n'est pas un compliment tiède, c'est un jugement statistique honnête. Sur 100 entreprises cotées, Buffett estime qu'Alphabet ferait partie des 5 à 10 des plus solides pour affronter la décennie à venir. La deuxième force est une machine publicitaire immortelle, avec la recherche et YouTube, qui continue à croître à 2 chiffres après 20 ans d'existence, et qui finance sans avoir besoin de s'endetter massivement cette guerre d'infrastructures. C'est un point crucial selon moi. Contrairement à beaucoup d'entreprises qui empruntent pour financer leur expansion, Alphabet finance ses 200 milliards de capex essentiellement avec les profits qu'elle génère. La troisième et dernière force, c'est l'optionnalité. L'idée de l'optionnalité, c'est la suivante. Vous achetez une entreprise pour son activité principale, mais vous obtenez en plus plusieurs opportunités de croissance qui pourraient devenir immenses. Prenons Google Cloud. Il y a 10 ans, cette activité était presque secondaire dans l'histoire d'Alphabet. Aujourd'hui, elle affiche une croissance spectaculaire et son carnet de commandes dépasse les 500 milliards de dollars. Waymo est un autre exemple. L'activité reste aujourd'hui déficitaire, mais si la conduite autonome s'impose progressivement au cours des prochaines années, elle pourrait devenir un relais de croissance majeur. Buffett achète non seulement une machine à cash déjà existante et prouvée, mais toute une collection d'options sur l'avenir, la plupart financées par les profits de la machine publicitaire. Chers passionnés, si vous êtes arrivés jusqu'à cette minute précise de la vidéo, c'est que vous faites partie des gens qui préfèrent comprendre en profondeur plutôt qu'écouter Wall Street vous vendre une histoire en 30 secondes. C'est exactement ce que Buffett reproche aux analystes dans cet entretien. Et c'est très exactement l'inverse de ce que l'on fait ensemble sur cette chaîne. Pour ceux qui découvrent la chaîne, sachez que je publie au début de chaque mois une analyse extrêmement approfondie d'une entreprise exceptionnelle en appliquant toutes les méthodes que nous étudions ensemble sur cette chaîne. Et après avoir écouté cette interview de Warren Buffett, une évidence est imposée. La prochaine entreprise sera Alphabet. Les abonnés de ma newsletter recevront une analyse de son avantage concurrentiel à travers la carte mentale de Pat Dorsey, un décryptage complet des états financiers à l'aide de la grille de lecture de David Clark et Mary Buffett, une analyse qualitative de ses rapports annuels en appliquant les principes de Benjamin Graham et une valorisation complète selon la méthode d'Aswad Damodaran. Et je ne m'avance pas trop en vous disant que vous ne trouverez pas une analyse gratuite aussi complète de Google. Alors ne faites pas la même erreur que Buffett en 2017, celui qui regardait Gecko dépenser des milliards de dollars en publicité chez Google sans jamais franchir le pas. Rejoignez la newsletter dès aujourd'hui et je vous retrouverai dans quelques semaines pour ce dossier complet consacré à Alphabet. Et maintenant, j'aimerais aussi connaître votre avis. Selon vous, cette guerre des 200 milliards de dollars créera-t-elle énormément de valeur dans 10 ans, comme semble le penser Buffett, ou au contraire, pensez-vous que cette course aux infrastructures finira par détruire de la valeur pour l'ensemble du secteur? J'ai hâte de lire vos analyses dans les commentaires. Et comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode sur la chaîne Page et Liberté.